Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue dans Coup de canon. La trêve d'une semaine en première ligue nous permet de vous présenter, de vous proposer ce soir un épisode un petit peu spécial, accompagné de quelques experts de l'association Arsenal French Club. On va essayer de définir un petit peu quelle est la suite de la saison d'Arsenal et comment Mikel Arteta va s'y prendre pour qu'on arrive le mieux armé possible et le plus fort possible dans les derniers moments charnières. Pour m'accompagner ce soir, je vais commencer bien évidemment par le président, sinon on est radié de l'association. Le président, bonsoir Corentin. Salut Raoul, salut à tous. Et mes fidèles comparses, ceux qui ont débattu avec moi du dernier match, j'ai bien évidemment nommé Louis Tartex et Louis de Paris. Salut les Louis. Salut Raoul, salut à tous. Salut Raoul. Alors, messieurs, un épisode peut-être ambitieux, je sais pas, on verra où ça va nous mener, mais force est de constater que il reste à ce jour 10 matchs de Première Ligue, 10 matchs à gagner, ou en tout cas un bilan de 10 matchs qui devra être aussi bien, si ce n'est meilleur, que celui de Manchester City. Et on se retrouve dans une situation un petit peu ubuesque, si je peux me permettre le terme, c'est que finalement, chacune des deux équipes, que ce soit Manchester City, pour être poli, commencer par l'adversaire, ou Arsenal, les deux équipes ont dès aujourd'hui leur destin entre leurs mains, ou devrais-je dire peut-être entre leurs pieds. Je m'explique très simplement. Si Manchester City remporte tous ses matchs de Première Ligue jusqu'à la fin de la saison, ils seront champions. Si Arsenal remporte tous ses matchs de Première Ligue jusqu'à la fin de la saison, ils seront champions. Dit comme ça peut paraître très trivial, mais c'est peut-être super important de le préciser. Et jusqu'à cette finale, cette dernière journée de Première Ligue, il y a pour moi un événement, ou en tout cas un match ultra important qui est coché maintenant depuis quelques semaines dans mon calendrier et qui pour moi aura une importance primordiale dans le sprint final, à savoir cette finale de Carabao Cup où nous rencontrerons, vous le savez bien évidemment tous, pour suivre Arsenal, le 22 mars prochain à Wembley. Arsenal rencontrera Manchester City. Dans le dernier débrief, je vous précisais que d'après moi, et c'est un avis très personnel, je pense que si nous perdrons cette finale, City va commencer à rentrer dans nos têtes puisqu'ils n'ont pas encore commencé à le faire et que ils prendront un ascendant psychologique dans la course au titre. Donc du coup, j'avais envie de voir avec vous ce soir, Monsieur le Président et Messieurs les Louis, finalement comment et que faut-il faire pour arriver dans l'après-midi du 22 mars avec le plus de confiance possible. Au niveau du championnat, donc jusqu'à la finale du 22 mars, Arsenal disputera, tout comme Manchester City, 3 matchs de Première Ligue, un 5e tour de FA Cup et 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions. Faut-il peut-être préciser que au moment où nous enregistrons cet épisode, c'est un soir de barrage, donc nous sommes mercredi soir, et que nous ne connaissons pas encore notre adversaire des huitièmes, et que Manchester City ne connaît également pas son adversaire de huitièmes de finale. Niveau FA Cup, permettez-moi de dire que ce match ne va pas être anecdotique, mais ce ne sera pas le plus compliqué de la saison, en tout cas côté Gunners, puisque nous déplacerons à Mansfield pour y affronter l'équipe locale, alors que Manchester City se déplacera à Newcastle pour le 5e tour de la FA Cup. Vous l'aurez donc compris, il reste 3 matchs de Première Ligue à disputer avant cette finale de Carabao Cup. Et je me suis amusé un petit peu à faire le point. Côté Arsenal, nous recevrons ce dimanche Chelsea, actuel 5e du classement. Puis nous nous déplacerons à Brighton, actuel 14e, pour enfin recevoir Everton, actuel 9e. Côté Citizens, ils se déplacent à Leeds ce week-end avant de recevoir Leeds United qui est 15e, avant de recevoir Nottingham Forest 17e du classement et un déplacement à West Ham actuellement 18e.
Déjà, messieurs, parlons déjà de ce calendrier de Première Ligue qui, lorsque l'on compare, semble plutôt avantageux, j'allais dire, côté Citizens, mais c'est ou ce serait peut-être manquer de respect à la Première Ligue et à toutes ses difficultés, puisque le fait d'affronter des équipes de bas de tableau qui, elles, ont lancé leur sprint final pour se maintenir, est-ce que c'est pas plus compliqué que de jouer des équipes de milieu de tableau qui auront moins d'enjeux à jouer? Alors souvent on dit que c'est très compliqué de jouer des équipes qui jouent totalement relâchées, contrairement à des équipes qui jouent avec un enjeu, que ce soit un enjeu européen ou un enjeu de descente. Donc déjà, j'ai envie de vous entendre sur ce mini agenda de 3 matchs de Première Ligue. Et commençons par toi, Corentin. Avantage Arsenal ou avantage Citizens? C'est, déjà, je pense qu'il y a plus vraiment de matchs. Ça, on le dit souvent en première ligue, mais là, je pense que cette saison, c'est encore plus le cas. Parce qu'il y a énormément d'équipes qui n'arrivent pas à faire de séries cette saison, de victoires consécutives. Je pense que les équipes ont beaucoup de mal à enchaîner les victoires. Et je pense que vraiment, les équipes en bas de tableau sont très très compliquées à manœuvrer. Je pense que ça, on l'a vu contre notre double confrontation face aux Wolves déjà, où c'est censé être l'équipe un peu paillasson, et au final on a galéré déjà à les vaincre à l'Emirates, et on s'est un peu ramassé contre eux chez eux. Nottingham aussi, très compliqué à manœuvrer, donc je pense que ça va être aussi compliqué pour eux que pour nous, quoi, parce que tous les matchs sont. Je sais que ça fait un peu, ça fait un peu conférence de presse d'Arteta ce que je viens de dire, mais ouais, ça va être. Je pense que tous les matchs sont compliqués, et dans tous les cas, voilà, hein, il y a pas à calculer que ce soit pour eux ou pour nous. Il faut la victoire. Donc, mais je pense quand même que c'est peut-être plus compliqué pour City parce que, comme tu l'as dit, c'est des équipes qui se battent pour leur survie en première ligue. Et franchement, eux aussi, ils ont lancé leur sprint final, comme tu dis, donc ça va être très compliqué pour eux. Avant de vous laisser la parole, Louis et Loulou, juste petite information comme ça en live, en tout cas en live dans le débrief. L'Atalanta Bergame vient de se qualifier face à Dortmund. Ah, C'est quand même une petite surprise. Donc du coup, ça donc ce sera déjà sera. pas Dortmund notre adversaire. Donc ça sera soit Leverkusen, soit l'Atalanta Valentin. Bergame, si je me trompe pas. C'est Voilà, voilà, ça. c'était la petite parenthèse que je me suis permis de faire. Allez, Loulou, on en vient à toi. Calendrier, plutôt avantage Arsenal, plutôt avantage City. D'un point de vue purement factuel, on pourrait dire que c'est quand même avantage City qui jouait des équipes quand même moins bien classées. Mais après, je rejoins Corentin sur le fait qu'effectivement, factuellement, c'est les équipes qui sont moins bien placées et en bas de tableau. Mais dans le contexte des équipes qui jouent pour pas descendre, ainsi que dans le contexte de City qui va jouer pour essayer de grappiller des points, bah en fait, ça ne sera pas des matchs faciles. Ils vont être dans des stades qui sont quand même compliqués. Ils vont jouer des équipes qui sont même compliquées à manœuvrer. Et après, de notre côté, ça va être aussi très compliqué. Pour moi, je vois pas un club plus avantagé que l'autre pour le moment sur ce mini calendrier jusqu'à la finale de Carabao Cup. Je pense que ça va être des matchs qui vont être à couteau tiré, que ce soit pour Arsenal ou pour City, et que on l'a vu, comme Corentin a dit, contre les Wolves, que tu joues le dernier de Première Ligue, que tu joues le cinquième, que tu joues le 12e, c'est jamais des matchs faciles. Je pense que la meilleure façon qu'Arsenal peut mettre en œuvre pour préparer cette finale, c'est en fait de ne rien faire, entre guillemets. C'est vraiment de prendre les matchs de manière très classique et de pas surjouer ou déjà jouer cette finale lors de ces 3 matchs, ce qui serait pour moi un peu une catastrophe, entre guillemets. Il faut vraiment rester focus là sur les matchs. C'est la meilleure façon de préparer cette finale et pas jouer cette finale dans les têtes sur ces 3 matchs-là. Louis? Ouais, je rejoins tout le monde sur ça parce que il est vrai que notre calendrier peut paraître plus compliqué avec surtout ce match face à Chelsea dimanche. Voilà, tu joues une équipe du Big Six là où City est relativement épargné. Après, est-ce que Chelsea est un véritable poison dans cette course au titre? Ça, c'est difficile à dire. C'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Je pense que l'enchaînement Tottenham City, tu finis par des victoires.
peut te donner beaucoup de confiance sur des matchs moins difficiles sur le papier. Là où City, mine de rien, ils jouent avec plus de pression que nous, en sachant que s'ils perdent un match, c'est pratiquement fini pour eux. Donc, même face aux petits, ils vont peut-être se brider un peu, comme on a pu le faire aussi. Et donc, ça va donner des matchs, je pense, des deux côtés assez fermés, euh, assez tactiques aussi. Et j'imagine mal les deux équipes lâcher les chevaux jusqu'à la finale. Donc, ça peut être un combat psychologique à distance. Mais comme l'a dit très bien Louis, faut prendre les matchs un par un, faut pas réfléchir à cette finale qui est capitale, mais qui, selon moi, c'est un autre contexte. C'est pas du tout le contexte Premier League. Donc, comme on aborde les matchs de Ligue des Champions de manière assez différente, voilà, faut prendre chacune des compétitions les unes après les autres. Et je pense que notre visage ne sera pas le même en fonction des matchs. Donc, voilà, des rendez-vous dimanche pour voir déjà ce qu'on peut faire. Face à une équipe qui visiblement nous réussit bien. Je suis pas totalement aligné avec Ces ça. dernières semaines, si. Oui, parce que On le reste sur- résultat final est Ah oui, Pas, positif pour pas nous, trop, pas trop sur le match aller, quoi. mais dans le Oui, oui. contenu, finalement il y a que le match aller de Carabao Cup où on doit les exploser, où on fait 3-2 à Mm. Stamford Bridge, où où on leur a vraiment marché dessus. Mais depuis que Rosenior est arrivé, ils ont quand même une dynamique assez intéressante, sauf contre nous. Après, ils ont Donc beaucoup d'absents aussi. et ils ont beaucoup d'absents, ouais. Juste peut-être deux petites précisions, ou si on veut vraiment analyser, j'allais dire dans le détail absolu, cette mini-confrontation de trois matchs, à savoir que nous, on aura l'avantage de recevoir deux fois avec un seul déplacement. Et dans ces deux réceptions, finalement, on va accueillir les deux équipes les mieux placées dans le classement, puisque Chelsea 5e et Everton 9e, les matchs se joueront à l'Emirates, alors que Brighton 14e, c'est-à-dire l'équipe la plus faible au classement à l'instant T, on se déplacera là-bas, sachant que c'est jamais évident d'aller jouer à Brighton. Alors que, à l'inverse, Manchester City se déplacera deux fois, une fois à Leeds et une fois à West Ham, en recevant uniquement Nottingham Forest. Alors après, West Ham, cette année, c'est vraiment pas fou. Mais voilà, donc c'est vraiment pousser l'analyse vraiment dans le détail absolu et aussi peut-être préciser, parce que c'est un fait, c'est que vous l'avez tous dit, il faut jouer les matchs les uns après les autres, mais il faudra tout gagner parce que je pense que la dynamique mentale, si je peux m'exprimer comme ça, elle est côté City parce que City l'a Mm. déjà fait en étant deuxième et en étant le chasseur et ils nous ont rattrapés en faisant des fins de saison ultra impressionnantes, faut-il le dire. Je suis pas fan de City, absolument pas, mais il faut le reconnaître. Alors que à l'inverse, nous, on a déjà vécu cette position de premier, Mm. chassé, en étant repris c'est-à-dire dans les derniers mètres. Donc, il y aura aussi ce facteur psychologique à prendre en compte. Ouais. Euh, Et je voulais oui, juste rajouter, Raoul, il y a quand même un aspect super intéressant cette saison, c'est que c'est la première fois en Première Ligue que deux équipes sont encore en lice dans les quatre compétitions, donc Champions League compris. Donc il y a vraiment une course vraiment entre nous et City qui est vraiment dans toutes les compètes, quoi. Donc c'est là où c'est peut-être encore plus prenant, on va dire, psychologiquement, dans le sens où il va y avoir une vraie bataille. Et je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que la finale de Carabao Cup va avoir une incidence sur la fin de la saison, parce que c'est réel, et je pense que ça va avoir un impact psychologique vraiment très très important, voire déterminant, quoi. Donc là-dessus, je te rejoins. ouais. Et le compte à rebours est lancé puisque nous sommes le 25 février. Donc, dans moins d'un mois, on sera déjà fixé sur la partie Carabao Cup. Et quelle que soit l'importance que la fanbase accorde à cette Carabao Cup, au-delà du trophée remporté, je pense vraiment qu'il y a l'ascendant psychologique qui qui va rentrer en ligne de compte. Euh, pour arriver à cette finale, j'aimerais, si vous le permettez, chers collègues, euh, Camarade. co- ouais, camarades, je trouve que ça fait très syndicalisé, tu vois. Syndiqué, pardon, mon La Dieu. secte. Euh, Non, secte, allez, à la rigueur, ouais, secte, on s'en fout, tu vois. Secte Arsenal, on s'en fout. Mais j'aimerais qu'on s'attarde, pardon, et qu'on réfléchisse ensemble, avec le support de nos auditeurs qui pourront commenter. Encore une fois, petite parenthèse,
Je vous remercie puisque les commentaires sont de plus en plus nombreux, notamment sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner votre point de vue et que vous soyez d'accord ou non. Donc merci, merci pour ça. J'aimerais qu'on s'attarde sur, ou qu'on réfléchisse ensemble sur les facteurs clés qui peuvent ou qui doivent nous amener dans les meilleures dispositions pour cette finale. Déjà, peut-être pour commencer, faisons un point infirmerie, puisque c'est quand même un fil rouge depuis quelques années à Arsenal, et on est dans une période où, hormis Merino que l'on sait out probablement pour la fin de la saison, et, et c'est tout. Avert est en phase de reprise et il semblerait que finalement la blessure à la cheville de Saka ne soit pas très très grave et qu'on devrait donc le retrouver dès dimanche face à Chelsea. Donc Arsenal bénéficie quand même de l'entièreté ou de la quasi-entièreté avec la petite incertitude Kai Havertz, n'est-ce pas Loulou? Arsenal se retrouve avec l'entièreté de son effectif. Déjà, ça, c'est quand même l'un des facteurs clés. Si on se rappelle l'année dernière où on a fini avec la moitié de l'effectif, c'était quand même très compliqué. Déjà, d'avoir l'ensemble de ces joueurs pour aller à la guerre, c'est quand même un point plutôt positif. Bah, déjà, quantitativement, je pense que c'est le gros point le gros point positif de la saison. C'est qu'en termes de quantité de joueurs dispo, on est quand même bien servi et c'est vraiment tout le travail d'Andrea Berta cet été. On l'a dit, on l'a redit dans plusieurs débriefs, mais c'est vrai que quand même le recrutement, même si tout n'a pas été parfait, je pense que quand même en termes de quantité, on a vraiment été super bien servi cet été. Et ça nous a permis vraiment d'anticiper et de pallier à toutes les blessures possibles. Donc là-dessus, on est quand même top. Et je pense que ouais, même si on a pas mal de blessés, on arrive à trouver, ou du moins essayer de trouver la formule idéale sur chaque match. Et ouais, je pense que c'est vraiment le gros point de différence avec la saison dernière où on était vraiment décimé par les blessures. Là, je pense qu'on a quand même le choix et le luxe en fait de choisir l'équipe vraiment qu'on veut à chaque match, quoi. Ouais, l'année dernière, on se déplaçait en camionnette 9 places, alors que cette année, on se déplace avec deux bus Deux gros bus. 52 places. Ouais, voilà, ouais. Loulou, on sait que tu es très proche de lui, des nouvelles de Kai Havertz. Non, normalement, il est censé être de retour, jour peut-être dimanche ou Dans 6 mois. match d'après. Mais bon, on connaît les blessures few days entre guillemets d'Arsenal où ça peut durer rapidement un mois et demi. Après, je suis obligé de lancer une alerte disparition en podcast et puis prier pour qu'on retrouve le joueur. Mais bon, normalement, Odegaard est de retour, donc ça c'est bien. On l'a vu avec sa passe décisive contre Tottenham. Havertz est censé être de retour normalement pour Chelsea. On verra cette semaine et la conférence de presse d'Arteta. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, comme tu dis, à part Merino, bah, le groupe est au complet. Donc, pas d'excuses. Ok. Une fois le point infirmerie fait, j'ai isolé deux facteurs clés, euh, probablement facteurs de réussite. Je vous les donne et j'aimerais qu'on les aborde ensemble. La première, ça va être, une fois que on a dit que l'intégralité de l'effectif était disponible, ça va être la gestion de cet effectif par Arteta au fur et à mesure des matchs qui vont arriver. Et l'autre aspect, c'est les certitudes tactiques ou les certitudes tout court. C'est-à-dire sur quelles certitudes aujourd'hui pouvons-nous nous appuyer ou peut s'appuyer Arteta afin d'arriver le torse bombé et avec des certitudes plein la tête. Donc ça serait pour moi les deux axes que j'ai identifiés et que j'aimerais débattre avec vous. Et puis bien évidemment, si vous en voyez d'autres, messieurs, n'hésitez pas, vous savez qu'ici la parole est libre. On va commencer par la gestion de l'effectif. Dire que tout le monde est là, c'est bien. Dire qu'on peut aligner 11 joueurs sur une feuille de match, c'est factuel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Euh, Jusqu'à maintenant, encore une fois, c'est un avis très personnel. Depuis le début de la saison, je vais répéter ce que j'ai dit dans le dernier débrief, n'en déplaise à certains.
c'est que malgré le recrutement, je vais dire XXL, pas forcément tant par le talent des joueurs, mais par déjà les quantités, les montants investis, sans me comparer à d'autres clubs, euh, on a la possibilité d'aligner trois, quatre équipes différentes avec pour moi un niveau homogène. Force est de constater que Arteta n'en a pas fait une utilisation comme on l'espérait ou comme je l'espérais. Je vais rester à la première personne du singulier. C'est-à-dire que souvent, j'ai eu l'impression que Arteta se servait de son banc de touche pour combler ou remplacer des blessures et non pas pour faire souffler en amont des joueurs et pour leur éviter éventuellement soit une fatigue trop importante ou soit une blessure musculaire euh, envisageable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je pense que d'aujourd'hui jusqu'à la toute fin, et surtout jusqu'à cette finale, et les matchs contre Chelsea, Brighton, Everton, Mansfield et les deux matchs de Ligue des Champions, je pense que Arteta doit faire tourner un maximum en essayant de garder un équilibre. Ce qui permettra de garder tout le monde investi et ce qui permettra aussi à des joueurs de ne pas enchaîner 90 minutes sur 90 minutes. Et là, je pense notamment à Zubimendi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous estimez que depuis le début de la saison, Arteta gère son effectif de façon intelligente? Louis, du coup, tu n'es pas intervenu sur la partie point infirmerie. Donc, du coup, je te laisse commencer. Moi, je te rejoins plutôt sur une gestion euh, qui n'est pas totalement ratée, mais qui est assez subie de son effectif, notamment avec des blessures, beaucoup de blessures imprévues, pas de chance, mais aussi des blessures prévisibles et que tu pouvais euh, peut-être réduire les chances qu'elles apparaissent en faisant tourner davantage. Donc là, pour cette fin de saison et ce dernier sprint, et avec un calendrier qui est très chargé avec des matchs en jeu, non seulement il va falloir trouver une forme de rotation, mais tout en gardant de la compétitivité, parce qu'il faut gagner tous les matchs, et trouver aussi un 11 type qui va devoir répondre aux gros matchs, donc à la Ligue des Champions et à la finale. Donc c'est un double enjeu qui peut pas forcément aller de pair, puisque tu as beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, on l'a dit, donc certes un effectif au complet, mais beaucoup de joueurs n'ont pas de rythme, de connexion, d'automatisme. Et donc, ça va être difficile d'être compétitif tout en intégrant ses joueurs, sans cramer les autres. Donc, je pense qu'Arteta va devoir jongler avec un peu tous ces aspects. Et la question, c'est quel match on va privilégier? Est-ce qu'on fait des grosses rotations en Cup, voire même durant la finale? Ça te paraît bizarre. Ou est-ce qu'on tente des choses en Première Ligue, mais vu le contexte, ça paraît risqué. Moi, je serais assez partisan d'avoir une rotation assez restreinte de un, 2 joueurs max par match de PL et de faire rapidement revenir les joueurs en méforme, comme Calafiori notamment, Ben White qui est un peu disparu aussi. Voilà, continuer aisé sur sa lancée, Odegaard, Quid, Havertz évidemment. Donc ça fait beaucoup de joueurs quand tu comptes qui manquent de rythme, qui manquent d'automatisme et que aujourd'hui je ne sens pas prêt pour ce sprint final. Alors, Loulou, je sais que tu n'es pas forcément ou entièrement d'accord avec nous. Et il est temps donc de nous remettre à notre place, nous, simples footix, pour reprendre certains commentaires du dernier épisode. Donc, nous t'écoutons, Loulou. Non, j'entends votre discours et vos arguments. Alors peut-être que je suis des rares de la fanbase, peut-être que c'est possible, mais moi je suis plutôt satisfait du turnover mis en place par Arteta, puisque je pars du principe que si on est premier de Première Ligue, si on est premier de Ligue des Champions, si on est en finale de Carabao Cup, si on est toujours en FA Cup, c'est qu'au bout d'un moment, avec peu de blessés, comme on l'a dit quand même, alors on a eu des blessés évidemment, mais on n'a pas eu la catastrophe ou l'avalanche comme on a pu avoir la saison dernière, puisqu'on avait des solutions et puisque Arteta
sur chaque tableau, a mis en place des rotations d'effectifs et des rotations de joueurs qui lui ont permis, un, de garder des joueurs frais et deux, de quand même rester compétitif sur tous les tableaux. Alors du coup, effectivement, je me suis intéressé de savoir si, effectivement, Arteta, est-ce qu'il utilise vraiment si peu son banc et est-ce qu'il y a vraiment si peu de turnover, notamment en Première Ligue. Je suis un peu allé, je sais que tu aimes bien ça, Raoul, je suis allé à la pêche aux chiffres. J'adore. Arsenal, cette saison en Première Ligue, c'est la deuxième équipe de Première Ligue qui donne le plus de temps de jeu à ses remplaçants, en moyenne, avec 23 minutes. Il n'y a que Chelsea qui fait mieux avec 26 minutes. Mais dans ce classement, Arsenal est la deuxième équipe qui donne le plus de temps de jeu en moyenne à ses remplaçants. Donc déjà, tu dis que Arteta utilise quand même en fait pas mal son banc dans les matchs. Et il y a une deuxième stat, c'est que avec 81 minutes, Arsenal est également la deuxième équipe de Première Ligue avec avec les minutes les plus basses sur 90 minutes par titulaire. C'est-à-dire qu'un titulaire joue en moyenne 81 minutes sur un match. Il n'y a que Chelsea qui fait mieux avec en moyenne 79 minutes par titulaire sur un match. Et ça montre que en fait, c'est peut-être une impression qu'on a, mais en fait, Arteta utilise son banc. Et il a une rotation et il l'utilise dans les matchs. Et il y a des équipes qui font pire. Par exemple, City, les titulaires jouent en moyenne 83 minutes. Et pareil sur la première métrique, qui sont le nombre de minutes par remplaçant. Manchester City est loin derrière, avec également, je crois, c'est à peine plus d'un quart d'heure. Donc, tu vois, pour moi, là-dessus, j'ai pas trop de reproches à faire à Arteta, puisque je vois des turnovers entre les compétitions. Je vois qu'il utilise son banc en Première Ligue. Et je vois qu'on reste compétitif sur tous les tableaux. Au final, je vois pas trop. Alors, si je l'avais dit au dernier podcast, moi aussi, j'aimerais voir un peu plus Norgard. Moi aussi, j'aimerais que Madueke peut-être joue aussi un peu plus et termine peut-être un peu plus ses matchs. Mais il suit quand même une logique de construction et de rotation d'effectifs qui est quand même intéressante et qui nous permet aujourd'hui d'être engagés sur tous les tableaux et de ne pas avoir une avalanche de blessures. S'il ne donne pas plus de temps de jeu à Madueke, s'il ne donne pas plus de temps de jeu à Norgard, déjà de 1, par exemple pour Norgard, oui, sur les peu de matchs qu'il a fait, il était bon, mais on n'assiste pas aux entraînements tous les jours. Si ça se trouve, Norgard, il a la ramasse à l'entraînement, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas le savoir. Et pour Madueke, il sort aussi d'une grosse blessure, on l'a dit en début de saison. Et je pense qu'il a aussi appris de ses erreurs à vouloir relancer directement des joueurs dans le grand bain, les faire enchaîner tous les 3 jours et après les griller. Non, je pense qu'on l'a dit, la Première Ligue, notamment, enfin toute la saison est un marathon, que ce soit en Première Ligue, les coupes, la Ligue des Champions. Girons les effectifs. Moi, je trouve que c'est ce qu'il fait. Parfois, oui, je suis d'accord, peut-être qu'un remplacement pourrait intervenir 5 ou 10 minutes plus tôt dans un match. Mais pour moi, c'est pas. En fait, c'est un non-sujet, je trouve. Je trouve pas qu'il y ait de sujet que ça soit gravissime. Alors, je dis pas que vous avez dit que c'était gravissime, etc. Mais vraiment, pour moi, c'est pas un sujet aujourd'hui. C'est pas le cœur du problème ou le cœur du sujet. Pour moi, c'est pas la rotation d'Arteta parce que je trouve que elle est cohérente, elle est respectée. Et si c'était pas le cas, on n'en serait pas là aujourd'hui, en fait. Moi, c'est mon avis. Ok, merci pour cet avis qui est en plus très argumenté. Laisse-moi juste te poser une question, je ne sais pas si tu auras la réponse ou pas, parce que je suis assez étonné par les chiffres que tu donnes. Oui, Si on se moi base aussi, juste j'étais sur, étonné. si on, par exemple, parlons des 81 minutes. Oui, C'est-à-dire qu'en moyenne, si je résume bien, chaque titulaire joue en moyenne 81 minutes. oui. Est-ce que ce calcul, il est fait sur le nombre de matchs joués, par exemple, par Saliba, divisé par le nombre total de minutes jouées? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est le nombre total divisé par le nombre de matchs joués? Alors, je crois Ça que se c'est le peut, nombre. Ça se peut. Alors, c'est sûr. Alors, pour les parce que, auditeurs, la source c'est FBref. Je pense que tout le monde connaît un peu bien le sûr, site. moi, le Alors, j'ai pas grand le détail. J'ai professionnel pas des le stats. détail. J'ai pas le détail de comment c'est calculé. Je l'ai cherché, mais ils n'ont pas donné le détail. Mais je pense que c'est le nombre de minutes démarrées par un titulaire. Ensuite, ils regardent si le titulaire sort et ils font après la moyenne des titulaires qui sont sortis depuis le début de saison. Tu m'as perdu. Ouais, j'ai pas le détail, mais en tout cas, bref, c'est ce que m'a donné bref. Ok. Et Non, donc, parce que en fait, moi, ce chiffre-là, comme les 23 000 d'ailleurs,
m'étonne assez. Alors après, je remettrai pas les stats en question, puisque elles sont là et elles sont calculées. Mais après, je le dis toujours sur les stats, et là je ne cherche pas un échappatoire ni quoi que ce soit, il faut regarder comment c'est calculé. C'est-à-dire que si les 81 minutes sont le résultat, par exemple, comme moi je le pense, d'un nombre total de minutes jouées par un joueur, et que tu le divises par le nombre de matchs où ce joueur-là a été titulaire, pour moi c'est cohérent. Bah, de tomber sur 81 minutes, c'est cohérent. Néanmoins, je pense que si c'est le cas, ça ne met pas en évidence le nombre de matchs où les joueurs n'ont pas pu jouer pour cause de blessures. Ouais, c'est surtout ça. Et moi, dans Peut-être. la Honnêtement, gestion de... j'ai pas le détail. Et c'est juste, encore une fois, je ne remets pas en doute, mais c'est juste l'incertitude que moi j'ai. Après, pour les 23 minutes de remplaçant, pareil, j'ai pas la méthode de calcul, mais si je l'entends comme tu l'expliques, sur un match où Arteta va faire un remplacement à la 65e minute, bah, il va remplacer un joueur à la 65e minute de jeu. Ce joueur aura 25 minutes de temps de jeu, mais même s'il ne fait pas rentrer les quatre autres joueurs dont il dispose en tant que remplaçant, ça n'influe pas cette stat-là. Encore une fois, je mets vraiment tout ça au conditionnel parce que je ne sais pas. Si c'est le cas, encore une fois, je pense que on l'a vu. Il y a des joueurs qui ont fini complètement exténués des matchs à la 80e minute. Saka, avant de se blesser, il terminait les matchs, il était sur les rotules, il n'avançait plus. Zubimendi, tu le vois essayer d'accélérer, il ne l'accélère pas parce qu'il est mort. Et pourtant, ces joueurs-là ne sortent pas. Et quand je parle de la gestion de l'effectif, et j'en viens à toi, Monsieur le Président, juste après, quand j'en viens sur parler de la gestion de l'effectif, c'est de ne pas cramer tous ces joueurs-là. Zubimendi, comme il est parti, il reste quand même 10 matchs de PL, plus une finale à jouer, plus le cinquième tour de FA Cup, c'est la huitième, c'est les huitièmes de finale, je crois. Huitième ou 16e, je sais plus. Huitième. 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 Huitième, quart, demi-finale. Et huitième, ouais. Ça fait 15 plus deux huitièmes, deux quarts, deux demi, une finale. Ça fait 21 matchs encore à jouer si on va au bout de toutes les Mm. compétitions. Je te mets une bière en jeu, Louis. À ce rythme-là, Zubimendi ne termine pas la saison. Impossible. Donc c'est plus là-dessus que je voulais en venir. Voilà, c'est si je devais imaginer ça, c'est comme si un joueur, un coureur de 800 mètres, pardon, il partait en sprint et qu'au moment où on fait l'épisode là, il est aux 300 mètres et qu'on dit ouais mais jusque-là tout va bien, l'allure est bonne, il est premier et il a 50 mètres d'avance sur ses poursuivants. Sauf qu'il reste encore un tour et quelques à faire. Voilà, donc encore une fois, j'entends bien qu'on est premier sur toutes les compétitions et qu'on est engagé surtout dans toutes les compétitions. Je l'entends bien. Mais voilà, je voulais juste préciser. Et sur les chiffres que tu donnes, qui sont quand même très étonnants, mais qui pourraient effectivement aller à l'encontre de mon argumentaire et de celui de Louis, je m'interroge sur la méthode de calcul. Mais moi, je suis plutôt d'accord, même si il y a un point quand même où je suis totalement d'accord avec toi, Raoul, mais je suis quand même d'accord avec Loulou, ça me rassure un peu ces stats parce que j'ai quand même l'impression par rapport à la saison dernière, enfin, c'est pas quand même qu'une impression, je le vois d'ailleurs sur tous les remplacements effectués quand même, Arteta utilise vraiment les 5. Arteta utilise vraiment à chaque fois, ou quasiment tous, à chaque fois, 3 ou 5 remplaçants. Si, si, les gars, vous faites Plus non, mais 3. il y a quand même, c'est quand même la seule saison où on voit Arteta faire des changements à la mi-temps. Jamais de la vie, je me serais dit avant que Arteta serait capable de faire ça. Là, maintenant, il se le permet. On a des fois des triples remplacements à la 55e, la 60e. Quadruple. Peut-être, peut-être que ça marche pas, mais en tout cas, il le fait. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. Mais par contre, là où je te rejoins, Raoul, c'est il y a un contre-exemple à ça, c'est le cas Norgard, où Zubimendi, ça fait depuis quelques matchs qu'on le voit plonger, hein. Physiquement, je pense que c'est l'un de nos hommes forts de la première partie de saison. Et là, Timber. avec Timber et Rice. Mais là, je vois quand même depuis quelques matchs qu'il y a vraiment une sacrée chute dans le niveau de Zubimendi. Enfin, j'ai regardé les notes de la rédac et même des supporters qui ont sur les derniers matchs. Et franchement, Zubimendi, il dépasse très très rarement les 5, hein. Et ça fait depuis plusieurs matchs maintenant. Alors ok, il nous apporte offensivement,
mais moi j'ai du mal en fait à avoir le contrôle qu'il peut nous apporter dans certains matchs. Et je trouve que ouais, physiquement, je trouve qu'il a beaucoup de mal. Et je comprends pas en fait le cas Norgard. Moi, c'est la grosse interrogation de cette saison. J'en parlais sur le débrief de Sunderland, j'avais dit la tension sexuelle entre Arteta et Ah oui, Zubimendi. oui, ah oui, oui. D'ailleurs, très peu de gens ont rebondi. Hein, Je l'avais Non, dit un c'est. peu je l'avais dit un peu sur le ton de la rigolade, j'avais pas envie de m'attarder dessus parce qu'on avait gagné 3-0. mais tu as des dossiers. Mais là, ça me fait vraiment plus rire, quoi. Voir Zubimendi jouer 90 minutes un match de foot, ça me fait vraiment plus rire du tout. Parce qu'en fait, on voit qu'il en peut plus, quoi. À la fin, il a plus aucune influence sur le jeu. Et moi, ça me gêne et ça me fait poser beaucoup de questions, en fait, sur notre capacité à maintenir de l'impact physique au milieu si on n'utilise jamais Norgard, quoi. Je me dis, le gars a quand même autant joué que Kepa, quoi. C'est quand même, en termes de nombre de minutes de titularisation, tu dis, mais c'est quand même, il y a quand même peut-être un problème, je sais pas, mais c'est vraiment le contre-exemple à la gestion de l'effectif d'Arteta que je ne comprends pas. Je trouve il a quand même bien utilisé son banc, il a quand même bien réussi à gérer son effectif malgré les blessures, mais c'est vrai que le cas Zubimendi ne regarde, incompréhensible pour moi. Puis on parle de Zubimendi, mais quand on regarde un petit peu les méformes actuelles sur les 3, 4 derniers matchs, on peut quand même souligner Timber, qui était quand même le number one en début de Ouais, saison. Et, après, Timber, c'est pas pareil parce que Ben White, je le trouve quand même Ah, White, il suit pas. ouais, physiquement, non, il a non, beaucoup de mal. mais Tu vois, je tandis suis que d'accord. Mais je veux dire, Norgard, je pense qu'il en a plus le pied, quoi. Timber, s'il n'est pas blessé, il joue. C'est ça que je veux dire, en fait, tu vois. C'est Ouais, que ouais, dès ouais. l'instant où il n'est pas blessé, il joue, il fait tout le match, il va se blesser, donc il va se reposer pendant la blessure, il va revenir, il va rejouer. Ouais, ouais. Donc, Après, c'est White, plus c'est pas. dans ça. Mais tu parlais de Norgard, je crois que Loulou, tu veux rebondir dessus? Ouais, je suis 100% d'accord avec Corentin et du coup, je me suis dit, mais pourquoi Arteta n'utilise pas Norgard? Et en fait, j'en suis venu à une théorie très simple, c'est que Arteta ne voulait pas de Norgard et il n'en veut pas, tout simplement. Parce que quand on y réfléchit, un mec de 32 ans, qui n'est pas vraiment, Ouais. qui n'est pas Mm. un fin technicien. Norgard, C'est c'est pas un mec qui, Hmm. le statut qu'il a avant d'arriver à Arsenal. C'est ça, ouais, en c'est fait. ça, le statut aussi qu'il a. Le mec qui a 32 ans, c'est pas un fin technicien, c'est plutôt un destructeur. Il est pas très rapide, il est pas très à l'aise dans les petits espaces. Ça n'a en fait rien d'un profil généralement ciblé par Arteta. Moi, je pense que Norgard, c'est 100% un coup Bertha. Et je me souviens que je crois que c'était sur un article ou un podcast qu'on avait fait lors de la mi-saison, où j'avais dit que Bertha, il aimait bien prendre des vieux briscards. Style, il avait pris Aspilicueta, etc., à Atlético Madrid pour un peu combler l'effectif et pour combler les trous. Je pense, moi, que Norgard, c'est un coup d'Andrea Berta, qu'Arteta n'en voulait pas forcément. Et aujourd'hui, Arteta utilise vraiment sur les matchs où il n'y a aucun enjeu parce que pour lui, il ne rentre pas dans le type de profil qu'il veut pour son milieu de terrain. Pour moi, c'est ça ma théorie. Et du coup, je pense que c'est très probable que Norgard soit vendu cet été. Alors, je vais à mon tour juste rebondir sur ce que tu disais, Louis. Qu'Arteta ne veuille pas ou n'ait pas voulu de Norgard, ça peut s'entendre. Ok, pas de problème. Factuellement, on n'est pas aux entraînements, on ne connaît pas le niveau de Norgard aux entraînements. Tu as raison. Néanmoins, factuellement, il n'y a pas un fan d'Arsenal, il n'y a pas un consultant foot, il n'y a pas un amateur de Première Ligue qui te dira que Norgard a été dégueulasse sur le moindre minute qu'il a joué avec Arsenal. Donc quand Je tu dis pas qu'il est t'appelles, mauvais, ouais, hein. non, non, mais Je dis pas. donc je rebondis sur Arteta. Si tu as un joueur dont tu n'as pas envie, mais que tu te rends compte que le mec, il peut te dépanner en défense centrale, que le mec, quand il joue au milieu de terrain, il un peu à la Jorginho, il régule, il court moins, mais par contre, il a le placement, il perd pas beaucoup de ballons, etc. Je me dis, à un moment donné, mets ta fierté de côté, quoi. Tu vois? Mets ta fierté de côté et fais-le jouer parce que c'est peut-être grâce à ce genre de joueur-là que tu vas aller chercher le titre en fin de saison parce que Zubimendi pourra souffler une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, que Rice va pouvoir souffler également et que quand tu mènes au score 2-1 ou 2-0 face au dernier de Première Ligue et que tu prends le bouillon et que tu fais des changements en mode panique
et que tu fais pas rentrer un milieu de jeu, un milieu défensif qui est capable peut-être de mettre de l'intensité dans le milieu et de récupérer des ballons, voilà, c'est Ce que faisait Jorginho, quoi. ce que faisait Jorginho, exactement. Louis, tu voulais également rebondir sur Norgard, décidément. Norgard, c'est le rebond du jour. Ouais, bon, t'as repris pas mal d'éléments que je voulais Ah, ajouter. excuse-moi. Et non, mais c'est très bien. Je te rejoins complètement sur ton analyse. On voit encore une nouvelle limite de notre coach, c'est qu'il est toujours aussi têtu et entêté dans ses grands principes. Ah, ça oui. Et il n'y a pas que le cas Norgard, pardon. On l'a vu avec beaucoup de joueurs. Et parfois, il a cette tendance à repartir dans ses vieux travers. C'est pour ça que le cas des changements fait toujours aussi débat, malgré qu'il y a eu des évolutions plutôt positives. Concernant Norgard, je voudrais juste ajouter que au-delà juste de sa fiabilité et du fait qu'il ait montré de très bonnes choses, il a une chose que pour l'instant on a peu de joueurs qui apportent dans cette équipe et dans le jeu et qui apportent un peu de variété, c'est beaucoup de verticalité dans ses jeux longs, notamment à profondeur, on l'a un peu vu en Ligue des Champions et en Coupe. Et c'est un élément assez intéressant, notamment en fin de match où les défenses sont un peu fatiguées, où on va beaucoup plus jouer dans les profondeurs, où tu vas envoyer Martinelli d'avoir ce type de joueur qui a on va dire la fraîcheur et l'intelligence de jeu pour déstabiliser des équipes. Et en plus, défensivement, c'est plutôt un gars solide. Donc, je trouve ça dommage, avec son expérience, de pas en profiter dans un moment de la saison où psychologiquement c'est dur, où physiquement c'est dur. Tu as besoin de calme, tu as besoin euh, voilà, d'impact physique et tu as besoin d'expérience. Ce mec, a priori, répond à ces questions. En plus, en communication, Arteta dit que du bien de lui, il vient toujours le premier aux entraînements, il se donne à fond, c'est un leader dans le vestiaire. Donc à un moment donné, soit tu es un peu honnête avec le groupe, avec les supporters, soit tu le fais jouer, mais tu peux pas tenir ce genre de communication. Bon, ça fait longtemps que je dis qu'il faut pas se fier aux conférences de presse d'Arteta et que ce qu'il dit, il y a la moitié dans laquelle il croit. Euh, Sur la partie gestion de l'effectif, président ou Loulou et Louis, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut attaquer le deuxième facteur de la soirée? Non, non, je Non? pense que On a tout dit. Alors, c'est ok. bon. Du coup, le dernier épisode, le dernier débrief, j'ai lancé un vaste sujet qui n'a pas été forcément très bien accueilli par certains de nos auditeurs. En gros, c'est si on devait définir le style de jeu d'Arsenal, comment vous le définiriez? Et à force est de constater que, en tout cas, Louis et Loulou n'ont pas eu la réponse magique, parce que peut-être qu'il n'y en a pas. Et j'aimerais qu'on s'attarde du coup sur, si on fait une photo à l'instant T, d'après vous, quelles sont les certitudes que nous avons dans les joueurs, dans le jeu, et sur lequel il faut s'appuyer à 1000% pour aller de l'avant et aller décrocher, non pas le Graal, mais peut-être les quatre Graals. Euh, ouais, et là, ouais, putain. Alors, je vais choisir Comme le ça. regard, je vais choisir le regard le moins vide. Corentin. Waouh. C'est vrai que c'est une grosse question. Mais Mais déjà, ouais, mais en fait, moi, je me la pose et j'ai l'impression qu'elle non, est mais, légitime, cette question. Et non, non, quand on mais la pose, c'est. on se fait Après, détruire. Je comprends non, mais pas, vraiment. c'est une très bonne question. En plus, du coup, c'est le premier, enfin, c'est le premier podcast qu'on fait hors débrief depuis le mois d'octobre. Et donc, le dernier que j'ai réécouté là cet après-midi, Avec c'était avec Najim. Najim. Et déjà, on posait, enfin, vous avez posé, parce que je n'ai pas participé, mais vous avez posé des constats qui peuvent toujours être faits là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, bah, en fait, on gagne, mais on s'ennuie, quoi, dans les matchs. Et c'est vrai que offensivement, je pense qu'on est tous d'accord qu'on peut mieux faire, même si on est quand même la meilleure attaque, on a une meilleure attaque que Manchester City à l'instant T. Voilà. Ça, il faut quand même le repréciser. Mais si on parle c'est vrai que de style de jeu, parce que je me suis refait un peu le film de tout ce qu'on a fait là depuis ce mois d'octobre. En fait, je trouve que ce qui ressort le plus, en fait, c'est notre irrégularité. C'est-à-dire que c'est un peu moi, le Arsenal de cette année, en fait, c'est un peu les montagnes russes, quoi.
J'ai l'impression que un week-end tout va bien et puis l'autre tout s'écroule. Ce que je me suis noté, vraiment, il y a par exemple le nul contre Sunderland où on se fait rattraper à la dernière, sur la dernière action, Mm. on complète le match nul. La semaine d'après, on fait l'enchaînement de fou Bayern-Tottenham. Ensuite, on a le mois ignoble là, de décembre où, contre Chelsea, on se fait limite tourner à la fin du match alors qu'ils sont à 10. On perd contre Aston Villa, il y a la victoire à l'arrache là contre les Wolves à la fin. Les matchs qu'on gagne, en fait, personne prend du plaisir. Donc c'était vraiment cette période-là, c'était compliqué. Ensuite, d'un seul coup, on a cette victoire face à Aston Villa 4-1 où on les massacre vraiment en deuxième période. Juste après, on a failli se saboter contre Bournemouth sur une erreur de Gabriel. Et tu te dis, mais en fait, c'est après, juste après, tu fais match nul contre Liverpool. Liverpool, au final, sur la saison, en fait, tu n'arrives pas à le gagner, t'arrives pas à les gagner ni à l'aller ni au retour. Ensuite, à la demi-finale contre Chelsea où tu les exploses au match retour, au match aller, pardon, sur la demi-finale, on en a parlé tout à l'heure. Après, on fait match nul contre Nottingham. Enfin, il y a plein de choses comme ça où il y a plein de séries. En fait, on n'arrive pas à faire une série Mm. et des certitudes tactiques. Moi, à l'heure actuelle, à l'instant T, j'en ai pas, très clairement. Mais par contre, il y a quand même des joueurs quand même, sur lesquels on peut s'appuyer, comme je pense à Saliba et à Gabriel, et à Saliba et à Declan Rice, qui pour moi sont les deux top joueurs de la saison, vraiment. Mais après, je trouve que voilà, il y a beaucoup d'irrégularités dans les performances des joueurs. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'irrégularités chez certains joueurs. Et je sais, pour l'instant, j'arrive pas à savoir encore si c'est un problème tactique ou si c'est un problème chez les joueurs eux-mêmes. Parce que je trouve que vraiment ces dernières semaines, il y a eu quand même des comportements sur les terrains d'attitude et de vraiment de niveau technique en fait qui sont quand même assez problématiques. Je pense au match nul contre Brentford où Brentford, on se fait mélanger contre Brentford. Faut dire les termes, hein. Que la deuxième période, on se fait mélanger. Et c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir, notamment défensivement. Donc en première partie de saison, on était quasiment sûr que notre plus grande force était la défense. Parce qu'en fait, on était impassable et personne ne pouvait nous mettre de but. Là, je suis un peu moins, on va dire, sûr à 100% de cet aspect défensif impérial, puisqu'on a quand même concédé pas mal de buts dernièrement. Donc c'est vrai que là, à l'instant T, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des certitudes tactiques, notamment offensives, où pour moi, on n'a toujours pas trouvé l'équilibre et le système juste, quoi. Même si je pense que Gyökeres commence vraiment à tout comprendre et en plus à avoir le sens du but, à retrouver le sens du but. Mais c'est vrai que dès qu'il y a Havertz, en fait, c'est ça aussi que Havertz nous a un peu mis le trouble. C'est-à-dire que dès qu'Havertz revient dans l'équipe, on sent il y a quelque chose de différent qui se passe, quoi. On sent qu'offensivement, il y a une connexion qui se fait, et j'ai l'impression que quand Havertz n'est pas là, il n'y a pas cette connexion. Et c'est ça qui me frustre, moi. J'ai l'impression qu'offensivement, tout est poussif, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très. Ça a l'air défaitiste comme ça, même si pourtant on est encore en lice dans toutes les compétitions. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quand même des problématiques offensives qui peuvent être inquiétantes si on est dos au mur dans des matchs décisifs, quoi. Désolé, je me suis un peu étalé, mais Le Ah, cœur lourd. mais en fait, c'est ça. Mais je vais pas dire que je suis content de te l'entendre dire, mais je suis déjà content de pas être le seul à partager cette idée-là, parce que tu parles de montagne russe, je suis entièrement d'accord, mais l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on est passé en l'espace d'une journée d'un potentiel plus 9 face à City à plus 4 quoi. Donc, du coup, c'est un peu la définition même de notre saison. Et la seule certitude, et tu l'as dit toi-même, rappelez-vous ce que l'on disait au mois d'octobre et au mois de novembre. Est-ce qu'on va aller battre le fameux record de buts encaissés de Chelsea? Tellement on était imprenable défensivement. Et si c'était ça, ouais. aujourd'hui, C'était ça le et débat. si, voilà, et si aujourd'hui, ou si hier, pardon, la défense était vraiment notre point fort et la certitude qu'il fallait vraiment soit un exploit individuel, une lucarne ou alors une erreur de Rea, mais on était injouable défensivement.
Même ça, aujourd'hui, on le perd. On prend 2 buts contre le dernier du classement. Je sais pas, je suis en train de chercher combien de buts on a pris depuis le début de la saison. Mais on doit être à plus d'une vingtaine là maintenant, facilement, je pense. C'est 21. c'est 29, On a toute pris. compétition confondue. Ah ouais, et en Ah, toute championnat, 21. compétition. Ouais, 21. Ouais, voilà. Donc le record de Chelsea, même si c'est en soi, c'était pas forcément un objectif, mais il est loin derrière. Et l'interrogation, en tout cas l'espoir que l'on avait de le battre, est passé depuis bien longtemps. Donc effectivement, c'est là où je veux pas vous amener, parce que chacun a son arbitre, mais c'est là où j'ai envie de vous attendre. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, quand un match commence, vous vous dites, OK, ben en fait, on peut s'appuyer sur un gardien de fer, une défense de fer, un côté droit de feu, un milieu de terrain impassable. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. Et là, on parle juste, on parle de certitude, on va dire, peut-être plutôt sur l'aspect défensif. Et quand on bascule sur l'aspect offensif, je trouve que les certitudes, elles sont encore moins importantes, quoi. Donc, Loulou, les stats, elles disent quoi? Euh, les stats dont je suis sûr de la méthode de calcul ou pas? Je suis sûr, Non, je suis sûr, il a déjà envoyé un mail à FB Bref. ouais, c'est inadmissible. Je suis en podcast, j'ai pas méthode de calcul, rembourser. Non, mais non, en fait, moi, si je devais résumer le style de jeu d'Arsenal, ça serait l'overdose de contrôle. Parce qu'en fait, c'est ça, on s'ennuie devant les matchs d'Arsenal parce qu'on demande à cette équipe de ne surtout pas mettre de chaos dans ce qu'elle fait, parce qu'il faut absolument avoir le ballon et le garder et asphyxier lentement l'adversaire. En début de saison, ça marchait plutôt bien, puisque comme tu as dit, la certitude était défensive, on prenait rien, et petit à petit, on arrivait à étrangler nos adversaires et à marquer. Alors oui, beaucoup sur coup de karaté, ça c'est vrai. Donc pour moi, les certitudes défensives, peut-être qu'on est un peu moins bien défensivement en ce moment, mais pour moi, ça reste quand même une grosse certitude. Le duo Saliba-Gabriel, on doit quand même continuer de s'appuyer sur ça parce que ça reste le fondement de notre défense. Timber, oui, en ce moment, il est un peu moins bien, mais quand même, depuis le début de saison, si on prend la photo globale, c'est quand même monsieur régularité et c'est quand même pas loin d'être dans le top 3 des meilleurs joueurs de la saison chez nous. À gauche, Calafiori a fait un super bon début de saison. Ensuite, il s'est blessé, ça l'a un peu freiné. Je trouve qu'Incapié, pour une première saison, il fait aussi des choses très intéressantes. Mm. Au milieu, pour moi, la grosse certitude, ça reste Declan Rice. Zubimendi, également, en ce moment, il est peut-être un peu moins bien, peut-être que physiquement, un peu comme Timber, il commence à tirer la langue. Mais quand même, pour une première saison, des fois, le père Zubimendi, on a l'impression qu'il a depuis 5 ans. Et après, c'est tout. Pour moi, je suis plutôt d'accord qu'offensivement, à l'heure actuelle, on n'a pas de certitude. Je serais tenté de dire que sur la première partie de saison, Trossard était une certitude. Sur la première partie de saison, Trossard, c'est 5 buts et 4 passes décisives en première ligue. Il est également efficace en coupe avec un but et 3 passes décisives. Il est quasiment titulaire indiscutable entre août et fin décembre. Il a joué 90 minutes dans 28% des matchs qu'il a démarré entre le 17 août et le 31 décembre. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et il a joué plus de 75 minutes dans 73% des matchs qu'il a démarré sur cette période. Donc, ça veut dire qu'il laissait vraiment des miettes aux mecs qui étaient derrière lui. Mais là, depuis le début d'année, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il a terminé aucun match de première ligue. Il a joué plus de 75 minutes dans seulement 55% des matchs qu'il a joué. Donc, c'est-à-dire que comparé aux 73% de la première partie de saison, c'est quand même une chute qui est quand même assez drastique. Donc ça veut dire bien que Trossard, certitude sur la première partie de saison. Par contre, depuis le 1er janvier, ça commence à être très compliqué, aussi bien en termes de stats, aussi bien en termes de contenu, parce que je crois qu'il n'a pas marqué en première ligue depuis le début de saison. Et aussi, parfois, peut-être aussi en termes d'attitude, de body language sur le terrain, où parfois on en retrouve un peu dans les travers de Trossard. Mais derrière Martinelli, pour autant, il n'a pas élevé son niveau de jeu, donc il n'a pas pris cette place de titulaire. Saka, il faut qu'on se le dise, il fait une saison moyenne. Il a 5 buts et 5 passes décisives en première ligue. C'est pas ce qu'on attend d'une tête de proue d'une équipe qui est censée jouer le titre. C'est pas suffisant, c'est insuffisant. Et c'est insuffisant pour un joueur qui va prendre 300 000 livres par semaine, il faut le dire aussi. Et devant, Gyökeres,
je pense que Gyökeres, ça peut être peut-être, alors certitude, ça sera un grand mot, mais ça peut peut-être être la clé de cette fin de saison. Alors je crois que j'ai regardé, il a à 8 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le 1er janvier, ce qui pour un attaquant n'est quand même pas dégueu. Et peut-être Madueke aussi, qui monte en puissance avec 3 buts et 3 passes décisives aussi depuis le 1er janvier, comparé à sa première partie de saison où elle était quasiment blanche puisqu'il s'est gravement blessé. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt des espérances plutôt que des certitudes parce qu'offensivement, bah ouais, j'ai pas de certitude. Et là où Corotin posait la question, est-ce que c'est un problème de joueur ou est-ce que c'est un problème tactique? Moi, cette question-là, j'y ai déjà répondu lors du dernier podcast. Pour moi, c'est un problème de qualité de joueur. Trossard, Martinelli, Gabriel Jesus, il faut faire le deuil cet été. C'est juste pas assez bon. C'est des joueurs que intrinsèquement, j'ai rien contre eux, c'est des bons joueurs, mais tu vois qu'aujourd'hui, on a besoin de plus offensivement. Ça se ressent sur certaines phases, ça se ressent sur certains matchs. Ça manque de leadership, ça manque de caractère, ça manque de talent, tout simplement. Pour moi, c'est un problème de qualité devant. Mais je pense que, en fait, je pense que c'est peut-être pas de la qualité, mais un problème de régularité, en fait. Ce que je disais, c'est que effectivement, Trossard, tu l'as dit, il a fait une très bonne, il a eu une très bonne période là en décembre, et derrière, ben, plus rien. Martinelli, Est-ce que pareil. la Martinelli, ça régularité, marche. c'est pas un problème de qualité de joueur? Ah, est-ce Ah que bah ça je te fait, pose. Alors bah du coup, parlons-en. est-ce que ça fait le niveau d'un joueur? Est-ce que Ødegaard et Saka sont des bons joueurs pour toi? Oui, c'est des bons Est-ce joueurs, mais pas des certitudes. est-ce qu'ils ont été réguliers cette année? Non. Mais Ouais. après, il y a eu, en soi, qui a été vraiment régulier C'est depuis le ça, par début? 3 joueurs. Bah, Depuis le défensivement début. aussi. Défensivement, on a été très régulier. Oui, non, mais t'as Saliba, mais par exemple, Gabriel, là, il est quand même moins bien sur Bah les là, il est derniers dans matchs. sa période de moins bien, là, Gabriel. Depuis 3 matchs, ouais. Donc, Timber, pareil. Bon, Timber, quand même, c'est très régulier, mais je trouve qu'il physiquement, pareil, il commence à. Je pense que là, c'est plus un point de vue, sur un point de vue physique. Mais je trouve que c'est vraiment là où je trouve qu'on pêche, c'est dans la régularité, quoi, dans la répétition des performances. Et j'ai du mal à. Je pense que si on n'a pas Rice vraiment au milieu de terrain, Reprends l'eau. des fois, des fois, je m'imagine des matchs sans Rice et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passerait s'il n'était pas là, quoi. Je vous propose d'écouter l'avis tranché et travaillé de Louis, parce que là, Loulou, il a mis une barre tellement haute avec les pourcentages et les nombres. Le mec, il a bossé, tu vois. Là, les gars, je vous dis, lui, il est prêt. Louis, est-ce que Venez me toi, tu chercher es maintenant. prêt? Bah, Venez me allez, chercher maintenant. allez. Maintenant, débrouille-toi, parce que moi, je suis pas du tout prêt au niveau des chiffres, hein. Et donc, ouais, Louis, ton avis, avant peut-être de revenir à la question ouverte de Louis, problème de qualité ou problème de stratégie, finalement. Yes, bah, je vais apporter un peu plus de littérature à ce débat mathématique. Nous, on aime bien les chiffres, hein. Ouais, moi, j'aime bien les métaphores, mais non, non, mais après, Louis a fait un gros boulot et tout ce qu'il a dit, c'est très juste. Et le fait de Chapeau, revenir Louis, hein. sur. Je suis d'accord avec enfin, son analyse de chacun des joueurs, donc je vais être un peu plus bref sur, je trouve, les points forts de l'équipe. Et un élément où je trouve qu'on a un point fort, mais qu'on n'exploite pratiquement pas parce qu'il y a ce surcontrôle et cette inquiétude de prendre des risques. Je pense, c'est notre jeu vertical et notre jeu en transition, qui est assez rare, certes, mais je trouve qu'on est redoutable à chaque fois qu'on arrive à l'exploiter, notamment en Ligue des Champions. On l'a vu contre le Bayern, Mm. on l'a vu contre l'Atlético, on l'a vu contre l'Inter, on l'a vu contre Tottenham ce week-end, enfin, souvent dans les gros matchs où on est un peu cadenassé, où on fait face à du jeu, on va le dire, il y a plus d'espace, certes, mais on prend plus d'initiative. Et faudrait revoir les compositions de chacun de ces matchs pour voir s'il y a il y a des joueurs qui reviennent régulièrement. Mais dans l'ensemble, c'est un style de jeu qui peut nous servir dans cette fin de saison, notamment dans les gros matchs. Alors City, on verra, parce que c'est toujours des gros combats tactiques, mais en Ligue des Champions et peut-être en Première Ligue, on l'espère. Donc pour moi, c'est une de nos forces qu'il faut vraiment exploiter. C'est le style de jeu qui met le mieux en avant Gyökeres. Je pense que si il est pertinent en ce moment, c'est aussi parce que ça s'ouvre un peu pour lui, parce qu'on a des joueurs qui essayent de le trouver un peu plus. On est un peu moins stéréotypé.
Et forcément, il faut compter quand même sur une défense de fer jusqu'au bout. Je vais apporter quelques stats bien moindres à Louis, mais faut savoir que cette saison, quand on a Saliba et Gabriel ensemble, ça reste à 0,6 occasions de but par match, et quand ils sont pas ensemble, c'est presque le double. Là où City en ce moment, ils sont à 1,5 de grosses occasions par match. Donc, si on doit faire un comparatif, ils subissent beaucoup plus d'occasions, enfin d'occasions de but, hein. Je passe pas d'occasions en manière générale, mais d'occasions de but. Donc on a plus de certitude en défense qu'eux. Et ça peut être aussi peut-être gagné par la défense et se reposer à finalement ce qui a le plus marché cette saison et jouer moche jusqu'au bout, mais être efficace. Et c'est ce qui nous manque ces dernières semaines, c'est de l'efficacité dans les deux surfaces. Donc, va falloir passer ce cap. Et pour répondre à la dernière question, est-ce que c'est une faute des individualités ou de notre système? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que le système ne met pas forcément bien en valeur tous nos joueurs, et je pense également que nos joueurs n'ont pas tous le niveau pour répondre à ce système très exigeant. Et le défaut global d'Arsenal cette saison, malgré on soit prêt partout, c'est qu'on n'a pas de facteur X, on n'a pas de superstar cette année. Peut-être Rice à moindre mesure, mais surtout devant, en fait, ça manque clairement de ce que devrait être Saka et ce que sera peut-être un jour Gyökeres, mais un tueur, que même dans les matchs de merde, dans les matchs où il n'y a pas d'occasion et ça veut pas, bah, t'as un mec qui te sort une frappe de fou, qui dribble toute la défense tout seul, qui est clutch, et c'est encore le cap à passer pour Arsenal pour être un grand d'Europe. Eh bien, que c'était complet tout ça. Et là, Loulou, Louis et Corentin, ils ont mis du niveau quand même. Euh, ouais, il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites. Et j'ai envie de rebondir sur plein de choses, mais on va essayer de structurer ça. Déjà, revenir sur la question que Louis pose. Et qu'il a déjà posée, d'ailleurs, Louis, que tu m'as posé sur que tu nous as posé à Louis et moi sur le dernier épisode, à savoir est-ce que c'est un problème tactique ou est-ce que c'est un problème de qualité de joueur. Pour ceux qui ont déjà écouté le dernier épisode, je vais me répéter, mais encore une fois, dire que cette saison, pour le moment, Guillaume Quérez n'est pas l'attaquant de classe mondiale qu'on attendait, entièrement d'accord. Dire que Trossard et Martinelli, c'est trop court et que on a un vrai problème sur le côté gauche, on est entièrement d'accord. Force est de constater que sur certaines périodes, ces joueurs-là ont été capables ou sont actuellement capables de performer. Rappelez-vous quand même que notre ami belge, il est passé de Trocard à Trostar. Il a gardé ce surnom Strostar pendant quasiment, je pense, un bon mois, où il enchaînait vraiment les bonnes prestations, avant de redevenir le Trocard, ou en tout cas un Trossard quelconque. Gyökeres, est-ce que c'est une montée en puissance annoncée, ou est-ce que c'est une simple état de forme éphémère, un simple état de forme éphémère? Comment le deviner aujourd'hui? On n'est pas devin, on ne peut pas répondre. Mais moi, j'aimerais vraiment, et je le répète souvent, moi j'aimerais qu'on traite aussi les individualités et les collectifs à la hauteur de ce que eux reçoivent ou sont en demande d'être traités. Et tout à l'heure, tu l'as dit, Loulou, Saka, ça va devenir 300K livres par semaine. Alors, je sais que souvent on nous tombe dessus ou on me tombe dessus quand je critique Saka, mais j'interroge nos auditeurs parce que je sais que vous avez compris vous avez compris mon point de vue. Donc, je vais le répéter à nos auditeurs. Posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que l'on dirait si c'était Trossard ou Madueke ou Eze. Si c'est Madueke qui a les mêmes occasions que Saka la semaine dernière et qui loupe tout ce qu'il a loupé, honnêtement, la fanbase, elle dit quoi? Il ne faut pas être Ah, devin on- pour dire que Madueke, il se fait défoncer et qu'on demande le on- retour de Saka. Donc, on- quand on parle d'individualité, oui, on peut entendre l'argument de Loulou et qui dit ouais, Martinelli, Trossard, Gabriel Jesus, à la fin de la saison, il faut faire le deuil, etc. Ok, très bien. Mais là, on parle de performance et de niveau intrinsèque de joueur qui expliquerait l'irrégularité. Mais de l'autre côté, je redonne le contre-argument
Saka et Ødegaard. Ødegaard, il est quand même dans une méforme assez importante depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et n'oublions pas la saison dernière, marquée par une blessure, certes, mais où déjà on ne le retrouvait pas, le grand Ødegaard. Saka, auréolé du côté Starboy et star du club et pépite du club et enfant du club, je trouve que moi, ses performances sont nettement pas à la hauteur de nos attentes. Et c'est là où je veux en venir. Quand tu as des joueurs qui sont en forme, pourquoi à ce moment-là on ne les fait pas jouer? Quand Saka était en méforme, il jouait. Puis il s'est blessé. Madueke a fait l'intérim. Madueke a été bon, parfois très bon, en tout cas tout le temps percutant sur son côté droit. Et on avait pris plaisir, soyons francs, messieurs, en tout cas, je sais que certains de vous partagent mon avis, on avait pris plaisir à ne plus retrouver le fameux schéma où Saka allait essayer de provoquer pour finalement revenir en arrière, alors que Madueke, c'était soit je dédoublais, soit j'allais percuter à la ligne de 6 mètres pour faire un centre pied droit, soit je rentrais pied gauche, je tentais des frappes, avec une inconstance et une précision loin d'être celle qu'on espérait, mais en tout cas, ça a essayé. Et dès que Saka revenait, eh ben Madueke, tu retournes sur le banc. C'est ça, en fait, que moi, je reproche dans la partie gestion de l'effectif. Et quand je dis que on n'a pas de stratégie et de certitude, c'est que défensivement, je suis d'accord avec vous, la paire de centraux, Saliba, Gabriel, c'est toujours mieux avec que sans eux, même si Gabriel est quand même dans une difficulté assez, je trouve, criante ces dernières semaines, mais ça reste quand même l'une des meilleures charnières qui existent en Europe, voire au monde. Mais offensivement, il n'y a pas un schéma tactique préférentiel qui me saute aux yeux. On pouvait dire que le côté droit on pourrait dire que le côté droit est le côté fort, mais bien évidemment, puisqu'on vient de dire que le côté gauche est très problématique pour nous. Et qu'en plus de ça, dans un côté gauche problématique avec quel que soit le milieu offensif utilisé, à savoir Martinelli ou Trossard, puisque Eze, ça fait très longtemps qu'on lui fait plus confiance sur le côté gauche, on a un latéral gauche qui joue encore dans le half space ou le latéral inversé qui devient très central dans le jeu. C'est-à-dire que, à proprement dit, sur le côté gauche, le long de la ligne de touche à gauche, il n'y a pas de jeu. Donc forcément, le jeu est répercuté à droite, quel que soit d'ailleurs l'état de forme d'un tel ou d'un tel. Devant la verticalité, on a dit au retour d'inverse, on a trouvé de la verticalité sur Gyökeres, c'était super intéressant, profitons-en. Bah, finalement, on n'a pas su en profiter, on n'a pas recherché plus cette verticalité que ça. Donc voilà, moi je dis juste que dans la dernière ligne droite, j'aimerais me dire que oui, offensivement, Arsenal, c'est une équipe qui évidemment est dans le contrôle, mais le contrôle prôné par Arteta, moi je trouve qu'il a coupé court à toute créativité ou prise de risque de le milieu de terrain. Et ça, on peut le voir souvent. Encore une fois, là, dans le dernier match, on voit à un moment donné, Zubimendi, il a une balle où il doit la mettre en profondeur à droite. Et ben non, on refait un circuit préférentiel. Donc, donc, donc voilà, moi, j'aimerais qu'on me dise, bah ouais, bah, la force, c'est récupération de balle du milieu de terrain. On se projette rapidement vers Eze qui joue en 9,5 ou en vrai meneur de jeu, ou vers Ødegaard, avec des milieux offensifs qui prennent la verticalité, avec Gyökeres qui va chercher la profondeur, mais en fait, on n'a pas de schéma. Alors les gens vont dire, ouais, mais c'est bien, on n'est pas prévoyant. C'est-à-dire que le danger peut venir de partout. Et moi, je vous répondrai que le danger, actuellement, il vient quasiment de nulle part, en fait. C'est ça qui me frustre un petit peu. Encore une fois, on va pas bouder notre plaisir d'être premier de PL, d'être qualifié en Ligue des Champions, d'être en finale de la Carabao Cup et d'être encore engagé à FA Cup. Bien évidemment que à l'instant T, le fait d'être engagé dans toutes les compétitions donne une certaine force à Arteta, mais je trouve que si on se pose très objectivement quelques minutes et qu'on essaye d'analyser tout ça, il y a quand même, je vais appeler ça moi des signaux d'alerte. Voilà. Et je préfère, et je l'ai dit et je le redis sur ce podcast-là, je préfère en parler maintenant que d'être le footix en disant ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et au moment où, si ça doit partir en cacahuète, de dire ah ouais, mais non, 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 je suis pas versatile. Moi, quand. Voilà, je suis pas bipolaire, je suis pas schizophrène. Quand il y a des choses qui m'inquiètent, je le dis. Si je peux me tromper et qu'on fait le quadruplé, voire même le doublé, je serai très content. Maintenant, l'expérience me montre,
ou me fait dire que on marche vraiment sur un fil. Et oui, et puis on n'est pas là non plus pour dire que tout est génial, parce que pour un support, on va dire pour quelqu'un qui suit pas Arsenal ou qui regarde juste Arsenal au classement comme ça sans regarder les matchs, quelqu'un peut se dire ouais, Arsenal c'est génial, ils sont encore dans toutes les compétitions, ils sont premiers, ils doivent super bien jouer. Mais nous qui regardons les matchs, on voit quand même qu'il y a des signaux d'alerte dans certains matchs qui sont quand même assez forts. Je pense notamment au match contre United qu'on perd à domicile. C'était vraiment pas dans notre habitude de faire ce genre de performance à domicile. Il y a le match contre Wolverhampton là, la semaine dernière qui est quand même aberrant où en deuxième période on se laisse complètement bouffer. Il y a un pressing qu'on connaissait en fait à l'équipe d'Arteta qui était un peu la force de cette équipe, ce pressing très haut, très agressif, on le voit de moins en moins en ce moment. Donc il y a quand même des signaux d'alerte et on est là aussi voilà, pour débattre et pour, euh, pour partager aussi ce qui nous inquiète parce que mentalement aussi on est prêt au pire avec tout ce qu'on a vécu sur les dernières saisons. Et les exigences sont tellement hautes en fait. C'est ça aussi. On est dans une saison où, en début de saison, on s'était dit, c'est vraiment la saison ou jamais quoi. C'est-à-dire que pour nous, en fait, c'est inenvisageable que cette saison se termine sans une première ligue quoi. Donc c'est pour ça aussi que parfois on peut paraître un peu dur. Même moi qui suis quand même toujours très très positif. Là, c'est vrai que les matchs contre Wolverhampton et contre Brentford, ils m'ont pas mal énervé et j'ai vraiment pas compris certaines attitudes de certains joueurs. Mais voilà, on est là aussi pour remonter tout ça. Et ça veut pas dire qu'on ne croit pas du tout en l'équipe et qu'on ne pense pas qu'on les dénigre ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a quand même des signaux d'alerte quand même assez forts. Et on n'a pas envie que ça se reproduise au pire moment, comme par exemple en finale de Carabao Cup. Si on n'arrive pas à se procurer des grosses occasions, qu'on ne soit pas choqué de ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Ou Exactement. alors qu'on fasse preuve de suffisance comme on voit sur les dernières semaines aussi. Je pense que ça, c'est un gros souci qui a été identifié sur les dernières semaines, c'est qu'on fait preuve d'énormément de suffisance dans notre jeu. Souvent, on ouvre le score et après, on disparaît totalement parce on a, on fait preuve de beaucoup trop de confiance en soi, un excès de confiance en soi et derrière, on coule totalement. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis même si tout allait bien, on se ferait chier, non? Il n'y aurait pas de Autant, débat. autant mettre un peu de piment, quoi, non? Je pense qu'on serait pas là déjà. Mais Ah, exactement. ouais. Bah, on serait pas là. Et puis après, encore une fois, je trouve que cette précision, tu as raison de la faire, en plus venant du président. Merci Corentin, mais c'est vrai que sur ces dernières semaines, on a pu lire genre qu'on était AFC TV, tu vois. À un moment donné, les gars, faut toujours remettre l'église au milieu du village. On est des bénévoles qui adorons le foot, qui adorons Arsenal, qui regardons tous les matchs d'Arsenal, faut quand même le préciser, et on débriefe des matchs. Si vous attendez à ce qu'on fasse un résumé, bah déjà, on vous picole le lien de Canal Plus Sport et vous regardez les highlights du match, et puis vous ferez certainement une idée. Nous, on regarde tous les matchs, on essaie de rentrer dans d'ouvrir des dossiers, des débats, on vous laisse la faculté de réagir. On n'est pas là pour créer du buzz ou quoi que ce soit, hein. Franchement, on fait ça parce qu'on aime bien. Et encore une fois, on a des membres dans l'assaut qui sont très jeunes. Je parle de Louis qui a 19 ou 20 ans, je crois. 23, 23, 23, pardon, à 23, excuse-moi. On a des moins jeunes. Je crois que je suis plus ancien. Je peux avoir 45. Voilà. Nous, on a connu, bah, les plus anciens, on a connu les Invincibles, etc. Et ça, vous pourrez pas, les plus jeunes ne pourront jamais nous l'enlever. On a quand même un référentiel de, de supporters d'Arsenal avec des exigences qui sont quand même très, très hautes. Supporter une équipe ne veut pas dire qu'on doit manquer d'ambition et manquer d'exigence. Au contraire, on aime cette équipe, on aime ce club, et quel que soit l'entraîneur
aujourd'hui ou demain, on aimera ce club, quels que soient les joueurs d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, on aimera ce club, puisqu'on n'aime pas des joueurs, on aime un club, on aime une entité, on aime un stade, on aime une atmosphère, et il y a des choses qui sont en train d'être faites, on n'en a pas encore parlé, mais à l'Emirates, il va y avoir des places debout, ça va créer encore un peu plus d'engouement, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement, mais vous pouvez pas nous reprocher d'avoir des attentes envers ce club, quoi. Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression d'être un petit peu décalé avec mes auditeurs. Alors, par contre, j'entends tout ce que vous dites, ce que vous écrivez, on répond de façon très cordiale, mais voilà. Trouvez-moi un supporter d'Arsenal qui regarde les matchs et qui se dit, ouais, trop bien. Encore une fois, je donne toujours le même exemple. On a eu ce débat-là, je crois que c'était à Noël. On a dit le beau jeu versus les résultats. En gros, c'était ça. Est-ce qu'on préfère se faire chier et être champion ou est-ce qu'on préfère regarder des matchs et avoir cet engouement, cette passion pour le football, etc. Et moi, je vous disais finalement que de par la qualité de jeu, les résultats, ils arrivent tout seuls. Et là, on me dit, ouais, mais non, nous, on est pragmatique, on n'est pas bon, mais on gagne. Ah ouais, mais quand tu commences à pas gagner ou quand tu commences à faire des matchs nuls contre le dernier de championnat à la maison, ouais. Non, chez eux, pardon, Non, chez chez eux, eux, ouais. alors que Ouais. tu galères à la maison 2-1 contre eux, bah voilà. Alors nous, on vous le dit il y a 3 mois en disant, bah, le fait d'être pragmatique ne suffira pas toujours et on va avoir des déconvenus. Voilà. Alors après, à ça, on m'oppose qu'on est premier de PL et qu'on a perdu que 3 matchs. Oui, mais moi, je vous dis juste que quand on est ambitieux, qu'on veut être champion, dans une période où City était pas extraordinaire depuis le début janvier, on aurait dû tuer le championnat à cette période-là pour pouvoir se consacrer à la Ligue des Champions, à la FA Cup et aux dernières coupes. Parce que si on fait le job, on est quasiment champion déjà. Et de dire ça, franchement, c'est pas de manquer de respect au club, hein. C'est pas de manquer de respect à Arteta, c'est pas de manquer de respect à n'importe qui. Si on avait fait le job, si on avait eu la mentalité qu'il fallait, on n'en serait pas là. Et quand tu vois la réaction de Gabriel Jesus face à Wolverhampton en fin de match, où tu commences un petit peu à être énervé, à aller chercher la bagarre, alors après on me dit ouais, c'est le mec qui lui a mis un doigt dans le huc il y a 2 ans. Ouais, mais c'est quand même des réactions de gens qui sont frustrés et qui passent leur nerf sur quelqu'un d'autre plutôt que de faire Un bon match. une introspection et de faire un bon match. Ouais, voilà. Excusez-moi, j'ai de nouveau été long, mais voilà, j'avais envie de faire cette précision-là parce que voilà. Et je vous invite vraiment à aller écouter d'autres podcasts, qu'ils soient anglais, voire français, parce que j'en ai cité deux autres. Alors il y en a trois, voire quatre. Allez, on va les citer. Il y a les artilleurs, mais qui sont plus dans un podcast de dossiers, de recherche, de travail de fond. Et puis vous avez Arsenal le podcast avec Alex et Théo. Un petit binôme qui est super sympa, avec beaucoup d'humour, etc., mais qui disent les choses comme ils les pensent. Et puis après, vous avez Boulet Rouge, avec notamment Jérémy Docteur. Et là, pareil, moi, je les écoute à chaque lendemain de match. Je commence par écouter le nôtre et j'écoute tous les podcasts français. J'écoute les débriefs de Randy quand il en fait. Et puis après, je vais chercher les podcasts anglais. Et je peux vous dire que sincèrement, nous, on est vraiment gentils, hein. Il y a des matchs où on est vraiment, vraiment gentil. Alors, les gens nous disent qu'on est vulgaire, etc. Alors, je dis pas qu'il fallait écouter les autres et que ça donne une excuse de dire des gros mots. Mais encore une fois, nous, on est les seuls à faire un débrief à chaud, hein, 3 minutes après le match. Donc, excusez-nous des fois d'avoir cette frustration où il y a des mots d'oiseaux qui partent. Enfin bref. Revenons, recentrons le débat, puisqu'on l'a déjà bien, bien recentré. Euh, Messieurs, j'en conclus que aujourd'hui, hormis la charnière centrale et Declan Rice, il y a quand même très peu de certitudes. Et que finalement, le danger, c'est qu'on avait des certitudes en début d'année qu'on n'a plus maintenant. C'est plutôt En fait, ça, ouais, c'est plutôt ça qui est pas dangereux, mais qui est alarmant, moi, je trouve. ouais, en fait, c'est plutôt ça, en fait, parce que il y a quand même des joueurs qui étaient des certitudes à 100% avant, comme Odegaard, comme Saka, les saisons où il était vraiment en très grosse forme. Timber, ça reste quand même une certitude s'il est en forme physique. Mais Calafiori, pareil, il était quand même, c'était quand même l'indéboulonnable à gauche. Et c'est vrai que les Mm. blessures l'ont un peu freiné. Alors, est-ce que c'est vraiment la période dans laquelle on est là qui nous met un peu dans le doute et parce qu'on a lâché beaucoup de points voilà, je sais pas. Mais en termes de certitude, c'est vrai que
C'est que, ouais, on l'a dit, la charnière et Rice. Après, voilà, il y a à nous aussi de créer une nouvelle dynamique. Je pense à la Ligue des Champions qui nous sourit bien. Euh, Parce on en a pas parlé, mais quand même, le gros point positif de cette année aussi, c'est la campagne Ligue des Champions en Bien phase de sûr. poule avec 8 victoires quand même. Et pas des petites victoires, quoi. 4-0 contre l'Atlético, 3-1 contre le Bayern qui était annoncé juste avant le match comme l'équipe la plus redoutable d'Europe. L'Inter, on gagne 3-1 chez eux. Enfin, il y a quand même des performances quand même très très convaincantes en Ligue des Champions. Et voilà, je pense qu'aussi c'est à nous de nous servir de cette compétition et de la Carabao Cup, comme on l'a dit, pour vraiment créer une nouvelle dynamique en Première Ligue, pour qu'on commence qu'on termine ce championnat en enchaînant les victoires, quoi. Et les victoires ramènent de la confiance et de la confiance ramène les C'est victoires. ça, Voilà, c'est... c'est ça. Le premier titre on a déjà parlé, mais le premier titre de Guardiola quand il arrive à City, c'est la Carabao Cup. C'est ça qui le fait switcher dans l'appétit, quoi, dans le run final de ses premières saisons, quoi. Donc, ça peut être un tournant, Et clairement. plus Et, tu as de compétition, plus tu peux faire tourner. Enfin bref. Oui, Louis, Mm. pardon. ouais, je disais juste qu'en plus, il reste, comme on l'a pressenti, potentiellement 21 matchs, donc c'est assez énorme. Donc tu as le temps de relancer une grosse dynamique, de remettre des joueurs Ouais, en confiance et de retrouver une forme de stabilité pour la fin et un élan très 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 positif. Donc là, on a passé un petit coup de gueule entre guillemets. C'est pas pour autant que tout est perdu. On est au mois de février, donc on ne sait pas quelles seront les dynamiques des concurrents et c'est à nous de faire le boulot. Mais je pense que on est tous ce soir très optimistes malgré les récentes performances et je pense que les joueurs sont conscients de leur potentiel et de voilà ce qui s'offre à eux cette année. Donc tout le monde va pousser ensemble et vaut mieux faire peut-être cette crise un peu maintenant et finir fort. Après, il faudra pas se trouver d'excuses si malheureusement ça se finit mal. Mais voilà. Ouais, mais je trouve qu'on n'était même pas dans la complainte ou un truc comme ça. Voilà, on a échangé. Maintenant, de toute façon, le sort est dans les pieds des joueurs et dans la tête d'Arteta. Nous, on pourra rien y faire à notre niveau, à part débriefer des matchs. Mon ami Loulou, Oui, quel est le pourcentage de chance pour que Arsenal fasse champion de Première Ligue? aucune idée, mais je pense qu'elle doit être très élevée, même si je ne connais pas la méthode de calcul, malheureusement. Le petit mot de la fin, Loulou, dis-moi. C'est par rapport à ce qui a Non, été bah, dit. juste pour, oui, je suis totalement d'accord avec vous que c'est, je pense, une histoire de confiance, ni plus ni moins. À voir si là, cette victoire au North London Derby nous a redonné justement cette petite confiance en plus pour remettre la machine en route. Le match contre Chelsea sera aussi un très bon indicateur et un très bon moyen aussi de remettre de la confiance de notre côté, de remettre la machine en route. Et après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Trossard est moins bien en ce moment, il est clairement en dessous, mais il a montré sur la première partie de saison qu'avec de la confiance, il pouvait être quasiment un titulaire indiscutable. Mm. Donc peut-être qu'il peut remettre la machine en route. Peut-être qu'à l'instar du match de Saka au London Derby, peut-être que lui aussi peut réélever son niveau et redevenir le joueur, le leader offensif qu'il est. Gyökeres, s'il continue comme ça à emmagasiner de la confiance, bah pareil, peut-être qu'il peut aussi devenir une certitude. Donc pour moi, c'est qu'une question de confiance. On le sait, une saison c'est cyclique, ça peut être très très bien. Après, le foot va très vite et d'un seul coup, tout peut basculer. Bon bah voilà, on a fait un petit cycle de moins bien. Repartons, il y a largement possibilité de remettre un cycle en place positif. On l'a dit, il reste 10 matchs de Première Ligue. 10 matchs de Première Ligue, ça fait 30 points, c'est énorme. Ça peut être, c'est énorme pour nous comme pour City. Voilà, je pense qu'il y a pas lieu de stresser, il n'y a pas lieu de paniquer. Refaisons sur le terrain ce qu'on sait faire de mieux. Reprenons de la confiance et ça se passera bien. C'est magnifique, magnifique. Amen. Amen. Ouais, ouais, La sagesse. c'est. Amen. Amen. Hey, man, yeah. C'est ça, ouais. Allez, tout le monde va bien, tout le monde est cool. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup de vous être rendus disponibles. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, on fait une pause d'une semaine, mais une semaine sans parler d'Arsenal, c'est quand même très très long. Et vu qu'on parle Il y a de la d'Arsenal. monétisation en plus maintenant, donc on est obligé de faire Ouais, les deux ouais, ouais, sens, ouais. hein. Oui, 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 la caillasse, il faut la caillasse. Alors, Attends, écoutez. une semaine sans podcast et une semaine sans revenu, c'est vraiment pas possible en fait, hein. On va manger des pâtes après. Ouais, oui.
Sachant qu'on parle de monétisation, on ne sait même pas si on va gagner de l'argent avec les stats, tu vois. Potentiellement, on a signé un contrat où ils vont mettre de la pub pendant 1 an et nous, on va avoir que dalle parce qu'on n'aura pas atteint les objectifs qu'on ne connaît même pas du nombre d'écoutes. Non, Mais mais si, dans 1 an, Corentin paye l'ISF. Hein. Ça, c'est annoncé également. Hein. ouais, si on Euh, arrivait déjà, ne serait-ce qu'à rembourser les ouais. frais fixes de l'assaut, ça serait déjà pas mal. Je rate juste au niveau de timing, très rapidement, ouais, parce que on parle du 22 mars de la finale, c'est quand même l'élément marquant. Corentin, je m'adresse à toi parce que tu es le président de l'assaut. Il y a des choses qui, je vais pas dire qu'ils se préparent, mais il y a des pistes. Certains peut-être vont se retrouver au Lions. En tout cas, ça a été proposé par les Parisiens de l'assaut. Alors, on sait que Lille-Paris, c'est pas très très loin non plus. On essaye, très honnêtement, on peut le dire, on réfléchit à faire des choses en région aussi, pour ceux qui pourraient Mm. pas se déplacer à Paris, à savoir peut-être sous forme de sondage, de voir qui serait prêt à faire quelques minutes ou dizaines de minutes de route pour se retrouver à des endroits un peu stratégiques, pour essayer de regarder la finale ensemble, notamment du côté du Grand Est. Pour ma part, s'il y a des gens de Strasbourg ou de Metz ou de Nancy qui sont capables de faire 3 quarts d'heure de route, il y a potentiellement possibilité de se retrouver, de regarder le match dans un pub bien sympa. Voilà, donc on essaie de mettre tout ça au clair et de vous faire un retour assez rapidement parce que aller à Wembley, ça va être très très compliqué, voire Mm. quasiment impossible, sauf si vous êtes supporter de City parce qu'il y a encore plein de places. Donc voilà, il faudra quand même qu'on tienne nos abonnés au courant assez rapidement pour qu'ils puissent éventuellement aussi s'organiser. Louis, si tu as envie de venir voir dans un pub où la bière est bonne, tu es le bienvenu. Hein. Si tu prends ton lundi matin, tu es même hébergé, tu le sais. Louis, Loulou, n'importe qui, Corentin, je sais que lui, tu vois, c'est le président, lui, c'est Paris. C'est Paname ou c'est rien, tu vois. Eh oui. On n'a pas tous les mêmes moyens. Nous, Oh, on gagne la Carabao ah, Cup, Corentin, il est sur les champs. Hein. ah, t'es trop loin, Raoul. On vous l'annonce. Ouais, je sais bien, mais bon. Après Paris, faut encore faire de la voiture et tout. Paris, c'est 1 heure et demie après, hein, en TGV. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, on vous tiendra au courant. Et merci à toi, Loulou, d'avoir pas forcé le truc, mais d'avoir proposé d'organiser un truc en milieu de semaine. C'est vrai que moi, je suis en congé avec mes filles, donc du coup, l'agenda est un petit peu remué, un petit peu chargé, mais on a trouvé le temps de vous proposer cet épisode qu'on espère et qui vous plaira. On attend les commentaires. J'ai ma fille qui vient de rentrer dans le bureau. Non pas dans ma chambre, je précise, je suis pas dans ma chambre, je suis dans un bureau sur une chaise, je suis pas couché. Non. Donc il est temps de vous saluer, messieurs. Et puis rendez-vous dimanche, match à 17h30, débrief vers 19h30, 19h45. Certains d'entre vous seront présents. Corentin, je crois que tu as déjà admis que tu étais présent pour le match. Oui, Et je je crois que serai là. Louis Tartex également. Loulou Yes. sera trop stressé pour parler. Voilà, donc vous Oui, retrouverez tu es certains debout. d'entre nous, trop stressés ou trop sous, on ne sait pas. Messieurs, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir, il y a des articles qui sont sortis sur le site récemment, super Mm. intéressants, notamment un focus sur le côté gauche, c'est super intéressant. Donc voilà, il y a plein de choses proposées par Arsenal French Club, pardon. Allez les voir, commentez, notez. Et en attendant, Corentin, bon yaourt. Bonne soirée, bonne fin de Ligue des Champions, messieurs, je vous embrasse très fort. Et comme on dit ici, Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.